Rebonjour, 20e épisode de l'analyse de la crise politique, crise constitutionnelle en Belgique de Michel Wilmès, et on va arriver à une conclusion avec quelques hypothèses. Donc cette vidéo sera un peu plus longue. Conclusion temporaire naturellement, puisque la crise, les problèmes ne sont pas résolus. On cherche toujours à faire un gouvernement, mais on va quand même tirer quelques conclusions plus en profond, plus moins détaillistiques que par rapport aux épisodes précédents. D'abord, on doit dire un petit mot sur les caractéristiques du cabinet Wilmès II. Quelles sont les formes, à quoi elles ressemblent. D'abord, ça reste donc la continuation du gouvernement minoritaire. 38 sièges sur 150 dans la chambre fédérale. C'est pas juste minoritaire, c'est très minoritaire. Ils ont le support de 6 partis, de support critique de 6 partis, donc les socialistes de côté des barrières linguistiques, les Verts de deux côtés, donc la famille des socialistes, la famille des Verts, le CDH, les catholiques en Wallonie, et Défi, c'est un petit parti nationaliste, semi-séparatiste en Wallonie et en Bruxelles. Donc ici on ne va pas trop plus en détail sur cette partie, mais ensemble ils montent avec le support critique et les partis qui gouvernent, ils viennent à 94 sièges sur 150, donc dans ce sens-là, une majorité. Deuxième élément, ils ont directement décidé de gouverner avec des pouvoirs spéciaux. Ça semblait évident dans la situation de la pandémie et du quarantaine, mais ce n'est pas le cas. Comme des spécialistes constitutionnels ont directement remarqué, ça n'a pas été nécessaire du tout de proclamer des pouvoirs spéciaux. Il existe des législations, des législations existantes qu'on peut utiliser dans des cas urgents, comme des pandémies, comme des autres drames écologiques, etc. Donc, on ne les a pas utilisés, on a quand même choisi pour des pouvoirs spéciaux. Encore à dire sur les pouvoirs spéciaux, ils sont formulés d'une façon très vague, et tellement vague qu'on peut inclure même la liberté de la presse dans ça. Et on peut interpréter comme quoi ça peut faire application dans les forces de l'ordre et tout ça, la liberté de presse. Voilà. Prochain élément, c'est que la partie NVA, elle ne supporte pas, elle ne soutient pas le gouvernement, mais elle soutient quand même les pouvoirs spéciaux. Et puis, les pouvoirs spéciaux, c'est pas c'est pas la seule chose pour se poser des questions. Il y a également les groupes
de relance et les groupes de confinement et déconfinement. Donc des groupes quasi technocratiques avec des scientifiques, mais également des gens d'importantes connexions dans le milieu business industriel. Il y a par exemple Johnny Test, l'ancien chef de la Poste qui a privatisé la Poste, qui est dans les groupes. Il y a le gouverneur de la Banque nationale, etc. Donc il y a plusieurs représentants de la vie industrielle et des employeurs dans cette task force, comme on le nomme couramment, pour mettre le pays sur place. Puis il y a également le fameux kern ou noyau des 10 présidents de parti, sauf le NVA, elle est représentée par le chef de fraction dans le Parlement. Donc c'est une forme de décision pour soi-disant compenser qu'il n'y a pas de conseil de ministres avec un mandat majoritaire. Ils ont inventé les groupes de 10, aucune base, aucune justification constitutionnelle, mais ils se rassemblent à chaque samedi pour discuter les problèmes, pour prendre des décisions. Donc tout ça, c'est quand même une liste des évolutions, des choses qui sont présentées comme évidentes, comme des évidences, mais qui ne le sont pas du tout et qui mettent notre démocratie libérale avec checks and balances, parlement, presse et tout ça dans une autre lumière. Bon, les pouvoirs spéciaux, gouverner avec les pouvoirs spéciaux, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel en Belgique, ni dans plusieurs autres pays, je suppose, mais surtout en Belgique, on a eu plusieurs gouvernements qui ont déclaré des pouvoirs spéciaux pour shortcuter le Parlement et pour faire des décisions plus rapides, plus profondes, sans vote, sans contrôle ou restriction parlementaire. On peut retourner en histoire dans les années 1930, la situation de crise économique, ce temps-là, on a eu plusieurs gouvernements qui ont gouverné avec pouvoirs spéciaux. On peut aller moins loin dans les années 1980, les différents gouvernements de Martens, le chef d'État catholique. Il a mené 9 gouvernements différents. C'était souvent avec des pouvoirs spéciaux. Le plus récent, à mon avis, mais en tout cas le plus connu, c'était 95-96, le gouvernement de Hane, également chef d'État des catholiques flamands. Il a désigné des pouvoirs spéciaux pour faire un saut d'index, etc., pour guider notre pays dans la zone d'euro et face aux obligations du traité de Maastricht. Tous ces gouvernements en pouvoirs spéciaux en Belgique, qu'est-ce qu'ils ont eu en commun? La chose qu'ils ont eu en commun, c'est ce qu'ils ont tous utilisé ces pouvoirs spéciaux, instauré ces pouvoirs spéciaux pour des problèmes budgétaires, d'État, manque budgétaire pour réduire ça. Donc la question reste si on va prolonger les pouvoirs spéciaux de Wilmès. On est aujourd'hui le 20 mai, donc on n'en a pas encore décidé. Début juin, ça pourrait être, mi-juin, ça pourrait être prolongé pour 3 mois.
La question reste, est-ce qu'ils vont utiliser ça pour résoudre des problèmes budgétaires ou pour chercher des solutions sur des problèmes budgétaires? Se poser la question est justifié, je pense. Même si à ce moment-ci, c'est pas sûr si oui ou non ils vont continuer ça. Mais la réflexe de la classe politique pour directement dire voilà, on va gouverner avec des pouvoirs spéciaux, mais ça montre leur adhérence à des instruments pour faire face à des problèmes budgétaires. Donc, quelles sont les conclusions? Il y a deux conclusions pour le moment, on peut en tirer plus. Il y a deux conclusions qui élargissent un peu le scope de la situation spécifiquement en Belgique ou spécifiquement par rapport aux mesures Corona, de cette évolution vers un gouvernement en minorité qui utilise des pouvoirs spéciaux. Donc, la première chose, c'est ça c'est central dans une tendance mondiale, tendance globale. Ce n'est pas spécifiquement la situation belgique qui a incité les politiciens pour gouverner ainsi de façon extraordinaire, non. Quelle est la tendance globale? Pourquoi quelle est la tendance globale qui incite les politiciens pour mettre je ne vais pas directement dire mettre la démocratie libérale à côté, mais quand même les adapter un peu, faire des mesures temporaires? Mais le moteur de ça n'a peu à voir avec la situation de la santé mondiale, mais ça a beaucoup plus à voir avec la situation sociale et la situation sociale et économique. Notamment les inégalités au niveau financier qui se renforcent à chaque année ou même à chaque mois. Témoignant de ça sont les rapports annuels de Oxfam sur les inégalités des richesses mondiales. C'est ça qui incite les politiciens, puisqu'ils se rendent compte que ça deviendra de plus en plus difficile de gérer ça, de plus en plus difficile de justifier ça au niveau démocratique avec les instruments qu'ils ont, avec les checks and balances dans une démocratie parlementaire. Donc, ils cherchent ou ils tentent pour gouverner de façon plus autoritaire, plus répressif. Un élément qui risque de se développer c'est les forces de l'ordre. On a vu ça surtout en France, comment ils ont faire face aux manifestations Gilets jaunes. En Belgique, on peut dire que le problème ne se pose pas directement, mais quand même peut faire référence aux manifestations des Gilets jaunes le 8 décembre 2018. 300 manifestants contre une force policière de 800 et avec tous les instruments, les camions, les machins à l'eau, très coordonnés. On a discuté ça dans une autre vidéo. Donc, mais ça montre que la classe politique ou la caste politique, pour être plus précis, est à son qui-vif, et les éléments dans l'État sûrement
discute ou pense à graduellement mettre à côté les formes de démocratie libérale et de mettre en place des systèmes plus répressifs et plus autocratiques, autoritaires. Une autre conclusion qui est très liée à la première conclusion, c'est qu'on a fait, dans une des premières vidéos, on a fait une hypothèse selon la façon que le gouvernement Michel s'est mis en affaires courantes, s'est dissous pour continuer en affaires courantes. Et notre hypothèse dans le temps, c'était qu'ils sont bien conscients qu'ils donnent le vent en poupe pour les forces néo-fascistes pour le Vlaams Belang en Flandre. Et surtout, si on aurait eu une campagne autour de l'immigration au lieu autour de l'écologie, du climat, comme on a eu, ben, le résultat du Vlaams Belang risquait encore d'être plus forte, voire beaucoup plus forte au 26 mai. Donc, ce moment-là, vers décembre, ben, notre hypothèse que la classe politique a virtuellement abandonné le cordon sanitaire pour l'extrême droite a été fortifiée. Cette hypothèse a été renforcée ou corroborée, ou comment dire. Donc ils ont eu peur des manifestations sociales, ils ont eu peur des gilets jaunes en France, que ça va se contaminer en Belgique, et donc ils ont par exprès fait tomber le gouvernement 3 jours après une manifestation néofasciste. Le fait qu'ils ont abandonné virtuellement le cordon sanitaire était corroboré aussi avec l'accord dans le gouvernement flamand entre avec la discussion de cet accord entre la NVA et le Vlaams Belang sur les domaines de l'immigration, de l'enseignement, de la culture, etc. Donc ça a été donc l'hypothèse qu'on a fait est maintenant encore plus forte, et donc il faut vraiment veiller sur ça. Maintenant, avec le corona, ben, je pense qu'il est clair qu'il n'y a pas directement danger qui va se mettre en place un gouvernement néofasciste, mais ils ont mis d'autres trucs qui vont dans le même sens, gouverner au niveau plus autoritaire, avec le but de mieux contrôler les tensions sociales, les inégalités sociales, les tensions de classe dans la société. Voilà, ça c'était notre conclusion jusqu'ici, conclusion temporaire, mais quand même conclusion assez importante de notre critique, notre analyse sur le développement de la crise politique en Belgique. On va sûrement continuer, mais pour le moment, cet chapitre est plus ou moins fini. Voilà, c'est à l'épisode numéro 20, et comme par hasard, on va à peu près finir après 20 minutes. Bon, c'est pas mathématique qu'il faut faire, c'est une analyse de classe sociale et d'analyse politique. Mais donc, voilà, merci pour avoir écouté, et on va sûrement
continuer avec ça.